Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien malgré la recrudescence de la pandémie et les régions colorées par le gouvernement. Heureusement qu'on a eu un automne un peu plus coloré dehors. Au moins, ça a compensé un tout petit peu, mais bon, ceci dit. Alors, je suis Normand Gilbert, je suis formateur au Centre Saint-Pierre. Ça fait maintenant 4 ans. J'ai été 7 ans au Réseau québécois de l'action communautaire comme coordonnateur pour les gens qui savent c'est quoi. C'est un regroupement de fédérations et de regroupements nationaux étant le Québec, qui rejoint 4000 organismes à travers le Québec. Et auparavant, j'ai été 23 ans à la table ronde des organismes volontaires d'éducation populaire de l'Estrie. Alors, moi, je suis originaire de l'Estrie comme tel. Alors, le Centre Saint-Pierre, pour les gens, si vous savez où est Radio-Canada, on est en face de Radio-Canada et bientôt en biais de Radio-Canada avec la nouvelle bâtisse en verre. Et pour voir un peu plus ce qu'on fait, vous pouvez aller sur le site. Il y a toute la programmation, les différentes formations qu'on donne, les conférences. Il y a un service de psychothérapie aussi pour les gens qui ont moins de revenus. Fait que vous pouvez faire ça comme tel. Le contexte et l'objectif du webinaire ce matin, c'est évidemment, ce n'est pas une formation comme telle. Alors, évidemment, il y a toute la question, on donne une formation de 6 heures ou de 3 heures pour les rôles et responsabilités du CA. Et si vous voulez en bénéficier, vous pouvez écrire au Centre Saint-Pierre. Mais aujourd'hui, c'est 1 heure. Fait que, évidemment, c'est un survol quasi en jet, mais c'est un survol quand même. Alors, on va aborder les principaux points, particulièrement dans des préoccupations dans le contexte actuel de la pandémie comme tel. Alors, le fonctionnement, évidemment, n'hésitez pas à utiliser le chat. Moi, je suis un techno nul, mais je vais quand même, là, je me suis développé certaines habilités depuis 6 mois. Alors, je vais quand même utiliser le chat si vous avez des questions. Si c'est des questions trop pointues, vous pouvez m'appeler après la présentation comme telle au Centre Saint-Pierre. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, dans l'invitation, vous avez là, le numéro de téléphone du Centre Saint-Pierre. Là, je vais partager un certain nombre de documents. Faites-vous-en pas, garochez-vous pas sur votre stylo ou votre crayon. Vous allez les recevoir au début de la semaine parce que la personne qui s'occupe des inscriptions puis qui a tous vos courriels va rentrer la semaine prochaine. Elle ne travaille pas aujourd'hui. Fait que vous allez tous recevoir ça au début de semaine. Fait que oui, vous pouvez prendre des notes. Si vous avez des questions supplémentaires, il n'y a pas de problème. Mais en même temps, vous allez recevoir par courriel ces documents-là. Alors, ça, c'était la petite présentation comme telle. Alors, la première question, parce qu'il y a des petites questions. Alors, la première question, puis on ne s'occupe pas du sondage, là, répondez dans votre tête, mais soyez honnête avec vous-même. Moi, je n'irai pas voir ce qu'il y a dans votre tête, là. Mais en 2016, au Québec, il y avait plus de 60 000 organismes à but non lucratif. Alors, c'est vrai ou c'est faux? Alors, répondez dans votre tête, là. 60 000 organismes OBNL au Québec 2016. OK. Alors, au Québec, en 2016, effectivement, il y avait plus de... excusez-moi, là. Je vais juste... il y avait plus de 60 000 organismes comme tels. Alors, je vous fais un partage d'écran. Est-ce que là, vous voyez actuellement? Vous voyez, vous, mais... OK, vous me voyez moi, là, mais l'écran partagé n'a pas fonctionné. OK. Alors là, est-ce que vous voyez l'écran partagé? Oui? OK. Alors, oui, effectivement, bon, là, ça a été
c'est un document de janvier 2018, mais en 2016, il y avait plus de 60 000 organismes à but non lucratif. Alors, très rapidement, c'est juste pour vous indiquer que souvent, on oublie qu'il y a des organismes à non but lucratif, mais il y a d'autres lois qui les encadrent. Par exemple, les partis politiques, les associations professionnelles. Si je vous amène plus vers le bas, et c'est probablement plusieurs d'entre vous, alors vous faites partie des organismes d'action communautaire ou d'action communautaire autonome. Pourquoi je vous présente ça? Pour deux raisons. La première, c'est pour signifier qu'au Québec, puis il y a plusieurs pays qui nous jalousent à ce niveau-là, on a une politique de reconnaissance de l'action communautaire. Alors, c'est une politique gouvernementale, deux choses. Politique, ce n'est pas une loi, donc ils ne sont pas obligés de l'appliquer. Et gouvernemental, ça traverse le gouvernement. Alors, cette politique-là, c'est nous qui avons travaillé, nous, le communautaire, qu'on a travaillé très fort pour l'obtenir. On l'a obtenu en 2001 et il y a eu un cadre de référence pour clarifier les notions. Et c'est depuis ce temps-là qu'on a demandé au gouvernement de les appliquer. Alors, nous, on a vendu ça au gouvernement, les grands éléments de la politique et les critères, grosso modo, et on demande au gouvernement de les appliquer. Alors, quand que le gouvernement vous demande des comptes, le gouvernement fait de l'ingérence indue parfois, mais il faut toujours se poser la question, est-ce que ça découle de la politique et du cadre de référence? Parce que souvent, on oublie que c'est nous qui avons vendu ça au gouvernement et on a demandé au gouvernement de l'appliquer. Alors, j'attire juste votre attention là-dessus. Vous allez avoir les références par rapport à ça et vous pourrez répondre à la question. Puis la principale question, c'est faut vous demander est-ce qu'on répond à ces critères-là? Et de plus en plus de ministères, par exemple Santé et Services sociaux, demandent l'application au début de 4 critères, maintenant de 6 critères. Il y a d'autres ministères qui demandent l'application des 8 critères, puis même il y a un ministère qui demande une application de 12 critères parce que Défense collective des droits, il y a 4 critères supplémentaires. Alors, c'est juste pour vous rappeler que quand il y a des vérifications comme ça, évidemment, là, il faut toujours se poser la question comme telle. L'autre qu'on va partager à ce moment-ci, c'est normalement, je devrais m'y rendre sans problème. J'ai aucune idée pourquoi ils disparaissent, excusez-moi. Alors, je vais vous revenir, ça ne sera pas long. Alors, c'est un petit PowerPoint qu'on va regarder ensemble. Alors, le PowerPoint comme tel, c'est davantage autour des responsabilités du conseil d'administration et de l'Assemblée générale. On va commencer par le conseil d'administration, mais auparavant, juste pour vous signifier que les éléments que je vais vous présenter sont compris dans ce qu'on appelle le Code civil. Alors, le Code civil, c'est quelques pages. Normalement, après l'heure qu'on aura passée ensemble, vous allez le connaître par cœur. Alors, ceci dit, juste pour vous dire que le Code civil, ça parle du logement, du mariage, etc. Et il y a quelques pages qui parlent de la question des OBNL comme telles. Le deuxième document, c'est évidemment la troisième partie de la loi des compagnies. Alors, c'est un petit document. Et la troisième partie fait référence beaucoup à la première partie, qui n'existe plus maintenant, et la deuxième partie. Mais la première partie n'existe plus. Fait que c'est un peu spécial. Ça fait déjà 15 ans qu'on espère que le gouvernement va faire une loi pour les organismes communautaires ou les OBNL au Québec, mais avec une orientation qu'on ne partage pas du tout. Et le dernier document, et non le moindre, c'est une petite brique comme ça, c'est ce qu'on appelle la référence Martel, pour couper court. Alors, c'est la principale référence juridique au Québec. Eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils interprètent la loi, le Code civil, mais surtout, il y a de la jurisprudence. Alors, oui, c'est des obligations, évidemment. Pour la loi, c'est des obligations. Le Code civil aussi, là, je réponds à une question qui m'a été posée dans le chat. Alors, si on revient au PowerPoint comme tel, alors,
La question des instances et leur pouvoir, je ne sais pas si c'est assez gros comme ça. Alors, évidemment, on commence par l'Assemblée générale. Souvent, dans les règlements généraux d'organismes, c'est marqué que l'Assemblée générale est souveraine. Alors, selon la loi, ça n'a jamais été le cas. Même avec la réforme du Code civil en 1994, ça n'a jamais été le cas. Alors, pour montrer, vous voyez, il y a 4 pouvoirs légaux dévolus à l'Assemblée générale. Alors, élire les membres du conseil d'administration, ratifier les modifications aux règlements généraux, on va y revenir un peu plus tard, adopter les modifications aux lettres patentes. Alors, les gens qui sont moins habitués avec ce verbiage-là, les lettres patentes, c'est l'acte de naissance. Vous envoyez ça au registraire, vous faites une demande pour être reconnu légalement. Le registraire met son étampe et ça s'appelle les lettres patentes. Alors, et recevoir les états financiers. Alors, je vous fais remarquer que c'est recevoir les états financiers. Ce n'est pas une obligation de les adopter. Par contre, vous pouvez mettre dans vos règlements généraux que les états financiers doivent être adoptés ou adopter leur dépôt. Il y a des ministères qui exigent que les états financiers soient adoptés par l'Assemblée générale comme preuve qu'effectivement, il y a un document qui a été bien déposé. Alors, excusez. Généralement, les organismes prennent pour acquis que la nomination de la personne ou de la firme pour effectuer la vérification comptable relève obligatoirement de la loi, mais non, la loi n'indique rien à cet effet-là. Fait que généralement, c'est indiqué dans les règlements généraux que c'est l'Assemblée générale pour garder une certaine distance entre le conseil d'administration et la personne qui fait une vérification comptable. Je reviens sur les 60 000 tantôt. La majorité des OBNL au Québec n'ont aucune permanence. Alors, c'est sûr qu'il y a des fois que ça peut devenir difficile de trouver quelqu'un dans une petite communauté, mais en même temps, c'est mieux d'avoir cette distance-là avec le conseil d'administration, donc une certaine sécurité que les membres se donnent à ce moment-là. Si ça ne fait pas l'affaire, si les gens pensent qu'il y a collusion ou quoi que ce soit, parce que ce n'est pas nécessairement toujours une vérification comptable de haut niveau. Là. Il y a 3 niveaux. Alors, ce n'est pas toujours le cas. Même souvent que c'est une personne, c'est la trésorière qui fait la vérification comptable parce qu'il gère un budget de 1 000 1 500 2 000 par année. Alors ça, c'est les 4 pouvoirs dévolus par la loi. Cependant, les règlements généraux peuvent prévoir cette obligation-là, mais nous, on travaille dans une perspective plus démocratique que la loi exige. Donc, dans une perspective de gouvernance démocratique, les règlements généraux peuvent indiquer des pouvoirs supplémentaires. Donc, nomme la firme comptable, je viens d'en parler. 6, reçoit le rapport annuel d'activité. Alors, il faut toujours se rappeler, puis ça, je vais le dire à quelques reprises, que c'est le conseil d'administration de façon collective qui est responsable devant la loi et devant les membres. Et évidemment, beaucoup par rapport aux bailleurs de fonds aussi. Mais d'où l'idée que le rapport est accepté par le CA. Là, on parle du rapport, ce n'est pas dans les virgules, on s'entend, mais c'est dans les grands axes du rapport. Est-ce que le rapport semble satisfaisant minimalement pour les membres de CA? Alors, si c'est minimalement satisfaisant, et là, je rouvre une petite parenthèse pas méchante du tout, mais chaque membre du conseil d'administration devrait normalement pouvoir expliquer ou répondre à des questions sur le rapport. Ça, c'est théorique. Je sais que dans les faits, ce n'est pas nécessairement ça qui se passe, mais théoriquement, ça devrait parce que c'est le conseil d'administration qui, en cours d'année, a fait le suivi des activités comme telles, a accepté ou refusé des ajustements en cours d'année, etc. Et ça appartient au CA. Ça n'appartient pas à la présidence tout seul. Ça n'appartient pas à la direction générale tout seul. Oui, pendant l'Assemblée, vous nommez qui vous voulez qui fait la présentation du rapport. Ça peut être la direction générale, la présidence ou qui que ce soit. Mais encore une fois, normalement, ce rapport-là, il appartient au conseil d'administration. 7 reçoit, puis plusieurs organismes là, indiquent qu'il faut que ça soit approuvé dans leurs règlements généraux, les grandes orientations
priorités d'action, bon, annuelles, triennales, quinquennales, de plus en plus, il y a des planifications stratégiques. Alors, nous autres, on va un petit peu plus loin. Normalement, une planification stratégique devrait être faite par tout le monde d'une organisation, les membres, le conseil d'administration, la direction et, si possible, de mettre les employés dans le coup aussi. Alors, quand on parle d'une planification stratégique, c'est vraiment une démarche qui ne se fait pas en un mois, qui se fait généralement autour de 6 mois, sinon plus. Ça dépend là, du rythme des rencontres et tout ça. Mais normalement, il devrait y avoir une rencontre générale avec les membres de l'organisation. Puis il y en a qui passent une journée autour de rebrasser un peu leur mission, par exemple, ou des choses comme ça. Recevoir les prévisions budgétaires. Alors, quand on dit le CA dépose des prévisions budgétaires qu'il a adoptées, bien, encore une fois, les prévisions budgétaires n'appartiennent pas au trésorier, au président ou à la direction. C'est le CA qui, normalement, fait des choix de prévisions budgétaires. Et là, il y a des impacts organisationnels. Bon, cette année, vous décidez de passer de 2 personnes à 3 personnes, ça a un impact important sur le budget, mais aussi des impacts politiques. Par exemple, il y a un projet de loi qui a été déposé et vous prévoyez, soit vous seul, parce que ça découle de l'arrondissement, ou soit globalement au Québec avec d'autres organismes, vous prévoyez de faire une mobilisation importante, puis vous décidez pour la mobilisation de payer les autobus, par exemple, des choses comme ça. Alors, vous voyez que ça a un impact, quand on parle des prévisions budgétaires, ça a un impact important. Fait que c'est pour ça que normalement, ça appartient au conseil d'administration et non pas juste à une personne de l'organisation, quelle qu'elle soit. OK? Est informé des lieux de représentation de l'organisme. Alors, généralement, dans les organismes, ça ne passe pas en assemblée générale, ça. C'est le conseil d'administration et souvent, même le conseil d'administration n'est pas nécessairement tout le temps avisé des lieux de représentation. Alors, quand je parle des lieux de représentation ici, c'est des regroupements, des tables de concertation. On ne parle pas de représentation auprès du député ou de la conseillère municipale, là. On parle d'être membre d'une autre organisation. C'est de ça qu'on parle ici. Alors, normalement, ça découle de la responsabilité du conseil d'administration, un, de décider là où on va, et deux, pour le suivi des représentations. Mais là, on est dans la partie Assemblée générale. Mais c'est peut-être important que les membres de l'Assemblée générale ou les membres de l'organisation soient au courant qu'on est dans une, deux, trois. Bon, j'ai travaillé avec un organisme où il était dans 11 endroits de représentation. Alors, c'est évident que si vous êtes dans 11 endroits de représentation puis que vous êtes juste membre, bon, à la rigueur, ça peut être une participation à 11 assemblées générales. Sauf que si vous vous investissez au conseil d'administration, au comité exécutif ou dans un comité de travail, ça veut dire que des ressources de votre organisme, que ce soit bénévole ou permanent, mais si vous avez des gens salariés, généralement, c'est ces gens-là qui assument la représentation en général. Alors ça, c'est des ressources que votre organisation met dans ces endroits-là. Là, il y a des groupes, il y a des membres qui téléphonent au groupe et comment ça, vous n'êtes jamais là? Puis bon, ils nous chicanent. Bien, c'est parce que là, on est allé à une assemblée générale, je suis allé au CA du regroupement ou de la table de concertation, je suis sur un comité. Ça s'explique. Alors, pourquoi pas informer les gens là où on est? Et le clin d'œil que je fais toujours, c'est si jamais votre organisation est membre de la section québécoise du KKK, j'espère qu'en Assemblée générale, ça va réagir. Bon, je caricature, bien entendu, mais vous voyez qu'il y a des gens qui pourraient poser des questions. Comment ça se fait qu'on est membre de telle ou telle organisation? On n'a pas d'affaire là. Mais ça appartient au conseil d'administration, sauf qu'au moins que les gens soient avisés. Évidemment, on soulève toute question d'intérêt pour les membres. Là. Bon, alors ça, c'est l'Assemblée générale, les pouvoirs, les responsabilités de pouvoir en général. Évidemment, il y en a qui se déclinent par l'Assemblée générale annuelle, il y en a qui se déclinent, il y en a qui ont des assemblées générales régulières, puis il y a l'Assemblée générale extraordinaire, évidemment. Ça dépend des organisations. Plusieurs organisations, dans le règlement généraux, il y a très peu de pouvoir dévolu à l'Assemblée générale.
Fait que ça, c'est à vous à voir qu'est-ce qui appartient au-delà de la loi, évidemment. Là. La loi, il faut qu'elle soit respectée. Mais au-delà de la loi, qu'est-ce qu'on peut mettre dans nos règlements généraux? Alors, ça, c'est à chacune des organisations, la culture des organisations et la capacité des organisations aussi là, à faire tout ce travail-là. J'attire votre attention pour terminer sur l'Assemblée générale, sur le fait que souvent, on présente le rapport, on présente le budget, évidemment, les états financiers et on présente les prévisions budgétaires. Quand je fais une préparation avec des gens pour leur Assemblée générale annuelle, je pose toujours la question, ah ben c'est intéressant parce que vous allez déposer un rapport. Ça va vous prendre combien de temps? Là, ils me disent, probablement 10 minutes, 15 minutes. Et là, la question que je pose, c'est-tu 10 minutes, 15 minutes de présentation ou vous prévoyez des questions, commentaires? Alors, quand on prévoit dans les ordres du jour d'une Assemblée générale annuelle, par exemple, oui, il y a un temps de présentation du rapport puis des autres documents, mais est-ce qu'on prévoit du temps pour que les membres puissent poser des questions et s'exprimer, donner leur appréciation? Des fois, là, ça va durer 2 minutes parce qu'il y a juste une question. Il y a par contre des fois qu'il y a peut-être des gens qui sont en désaccord avec certains éléments que le conseil d'administration a choisi de faire durant l'année. Donc, alors, vous voyez que ça, cette année, évidemment, ça a été ajusté. Il y a eu des décalages dans le temps parce que la loi prévoyait qu'une Assemblée générale annuelle doit se tenir dans les 4 mois suivant la fin de l'exercice financier. Alors, vous avez vu là qu'il y a eu des possibilités de report faites par différents ministères, mais provenant même du gouvernement, de dire, bien là, il faut y aller mollo et vérifier vos bailleurs de fonds. Bien là, de plus en plus, de toute façon, le temps, ça fait déjà 6 mois, mais il faut vérifier avec nos bailleurs de fonds là, s'ils ont un malaise, est-ce qu'on reporte le rapport. Et vous pouvez envoyer un rapport du conseil d'administration sans qu'il soit déposé à l'Assemblée générale nécessairement. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais on aimerait mieux que ce soit l'Assemblée générale qui l'adopte. Alors, bon, ça, c'est à chacun, donc, de toujours prévoir ça. Sur le conseil d'administration, maintenant, alors, vous avez là, la loi des compagnies qui dit que, évidemment, là, c'est les administrateurs peuvent administrer les affaires, bon, passer à son nom toute espèce de contrat permis de la loi. Alors, vous voyez que c'est quand même assez large. Alors, excusez. Alors, les petites étoiles, puis l'article à côté que vous allez recevoir, c'est l'article, évidemment, là, de la troisième partie de la loi des compagnies. Alors, quand c'est des étoiles, ça veut dire que c'est une obligation légale. Que vous ne pouvez pas passer à côté. Il y a des gens qui pensent que une fois, on marque dans nos règlements généraux un minimum, puis bon, on s'en tient à ça. Mais sauf qu'il y a des lois. Adopte, modifie et abroge les règlements généraux. On va y revenir tantôt. Autorise les transactions financières et les contrats. Alors ça, il faut faire attention, là. Il faut que vous vous donniez un cadre d'application de cette obligation-là. Par exemple, vous donnez une marge de manœuvre à la direction pour pouvoir dépenser en respectant les prévisions budgétaires. Vous donnez une politique concernant les dépenses budgétaires ou la gestion financière, ça dépend comment vous appelez ça. Et vous donnez une autorisation, soit à la trésorerie, par exemple, s'il n'y a pas de permanence, soit à la direction générale, de pouvoir dépenser jusqu'à un maximum de 1 000 par exemple. C'est un exemple. 1 000 sur 5 000, c'est beaucoup. 1 000 quand vous gérez 100 000, c'est pas beaucoup. Quand vous gérez 1 million, bien là, vous pouvez monter un peu. Mais dans la mesure où ça respecte évidemment les prévisions budgétaires adoptées par le conseil d'administration. Alors ça, c'est important. Évidemment, je ne caricature pas, mais j'ai vu dans des règlements généraux l'année passée, et heureusement, ils l'ont changé, qu'à chaque fois qu'ils dépassaient de 50 supplémentaires par rapport aux prévisions budgétaires, il fallait qu'ils viennent en Assemblée générale extraordinaire. Alors, vous voyez qu'il ne faut pas capoter non plus, mais il faut se donner quand même un certain nombre de balises pour pas que soit la direction, soit le trésorier ou qui que ce soit dans l'organisation puisse dépenser des sommes sans qu'il y ait un minimum de vérification. Et j'en appelle aux gens à se donner des modes de vérification très réguliers. Au mois, à chaque CA, c'est peut-être excessif, dépendamment de la capacité que vous avez à faire un suivi, parce que des fois, ça prend du temps. Mais minimalement, 3 fois par année, puis la 4e fois, c'est évidemment là, avec la vérification comptable.
adopte les états financiers, excusez, oui, les comptes, ben, les états financiers, c'est ce que je viens de dire, excusez-moi. Alors, c'est pour ça que souvent, vous avez une rencontre du conseil d'administration une demi-heure avant l'Assemblée générale parce qu'on reçoit les états financiers assez à la dernière minute parce que tout le monde est en même temps. Et là, ce qu'ils nous disent, c'est, ben là, on ne peut pas les déposer avant 3 jours avant l'Assemblée générale. Alors, souvent, vous avez des rencontres de conseil d'administration juste avant une Assemblée générale pour pouvoir les adopter parce que c'est une obligation légale. Et normalement, je dis bien normalement, les états financiers doivent être adoptés par le conseil d'administration avant d'être déposés à l'Assemblée générale. Mais vous le voyez, cette année, on est dans une situation un peu particulière, ce qui fait que les gens se posent la question, ouais, mais s'ils ne sont pas encore vérifiés, s'ils ne sont pas adoptés par le CA, qu'est-ce qu'on fait? Bien, ça peut être quand même déposé ce que vous avez comme information pour au moins informer l'Assemblée générale. Mais si dans vos règlements généraux, c'est marqué qu'il faut que l'Assemblée générale adopte leur dépôt, bien, là, on va le voir tantôt, là, comment on peut se sortir de ce pétrin-là. Les prévisions budgétaires, j'en ai parlé. Le rapport d'activité, j'en ai parlé. Les priorités d'action annuelle. Alors, des fois, vous avez un plan triennal ou de plus en plus, ce que j'ai dit tantôt, une planification stratégique, sauf qu'il faut l'ajuster à la réalité. Cette année, c'est un bel exemple, là. Alors, évidemment, on fait des priorités, mais en cours d'année, évidemment, les priorités peuvent changer, mais c'est au CA à faire les ajustements au fur et à mesure. Fait que, quand on vient à l'Assemblée générale, on dit il y a 5 activités qu'on n'a pas pu faire, ben voilà pourquoi. Puis le CA a priorisé ces activités-là concernant la planification stratégique. La première année de la planification stratégique, vous aviez peut-être identifié de faire vos modifications aux règlements généraux. Alors, mais vous n'aviez pas les énergies nécessaires, il y a la direction qui a changé, bon, etc. Il y a des contextes qui s'expliquent. Élabore et décide des mandats et des prises de position politique. Je l'ai expliqué un petit peu tantôt, mais là, c'est la question de prise de position politique. Et là on ne parle pas d'appuyer un parti politique. Là. On parle d'un projet de loi, bon, etc. Alors, si vous avez une déclaration de principe, souvent, vous pouvez partir de ça. Mais si vous n'avez rien, normalement, si vous êtes membre d'une organisation nationale puis c'est un projet de loi, bien, notre organisation nationale mâche le travail et par la suite nous indique les enjeux, qu'est-ce qu'il y a dans ce projet de loi-là, les enjeux. Mais quand vous sortez sur la place publique, il ne faut pas que le président sorte tout seul ou la direction générale sorte tout seul sans mandat. C'est sûr que si vous avez un cadre de valeur, puis tout ça, puis c'est assez évident, il n'y a pas de problème. Mais sauf que moi, j'ai vu des directions générales ou des présidents d'organisations sortir, prendre des positions politiques, puis après ça, ils sont venus au CA, puis la totalité du CA, à l'unanimité, n'était pas d'accord avec la position qui a été avancée. Fait que ça, il faut juste faire attention à ça. Forme des comités de travail. Forme des comités de travail et d'action, ils se prononcent sur leurs recommandations. Évidemment, les comités de travail, même s'ils sont mis sur pied par l'Assemblée générale, sont redevables durant l'année au conseil d'administration. Et c'est le conseil d'administration qui fait le suivi par rapport à ça. Alors, d'autres éléments, évidemment, là, à part les obligations, c'est à vous à voir dans vos règlements généraux. Alors, accepte ou refuse les demandes d'adhésion. De plus en plus, quand vous avez beaucoup de membres, ben, c'est soit ça se fait automatiquement par un formulaire ou soit que c'est un petit comité. Et ce qui rebondit au conseil d'administration, c'est les cas problèmes. OK? Mais j'attire votre attention sur le fait que plusieurs organismes, les gens viennent, participent à une activité ou bien il faut qu'ils s'inscrivent à une activité avant. Alors, dans le cadre du formulaire de cette activité-là, il y a des gens qui disent « Ouais, mais ils viennent à l'activité, ils vont devenir membres automatiquement. » Alors, j'attire votre attention sur le fait que l'adhésion à l'organisme, normalement, doit être volontaire et conscient. Si vous avez un formulaire, moi, je n'ai rien contre le fait qu'il y ait une petite ligne en bas. Il y a une distinction entre s'inscrire à l'activité et une petite ligne en bas qui indique clairement que oui, je veux, il coche, je veux devenir membre de l'organisation, puis là, s'il y a une cotisation, etc. Là, mais il faut que ça soit une adhésion volontaire. Il y a des groupes qui se retrouvent avec 1500, 2000 membres,
mais c'est les membres qui viennent participer aux activités. Ce n'est pas des vrais membres, là. Alors, vous pouvez faire 2 catégories, 3 catégories dans votre membership, puis publiquement, vous pouvez dire que vous avez 2000 membres. Mais les membres votants, ben, vous en avez 200 et non pas 2000. Alors, ça a une incidence sur le quorum, parce que là, il y en a qui s'arrachent les cheveux. Ils ont mis 5 du quorum, le quorum étant le minimum que ça prend pour tenir une assemblée générale. 5 de 2000, c'est quand même assez élevé. Hein? On s'entend? Fait qu'il faut toujours faire attention à ça comme tel. Et responsable, évidemment, le CA est responsable de l'embauche de la direction générale, bon, l'établissement de ses conditions de travail, son évaluation, et responsable de l'adoption des différentes politiques. L'application d'une politique, là, il y a une politique de remboursement des frais de représentation. Puis en passant, chaque organisme est supposé avoir sa propre politique de harcèlement légalement depuis le 1er janvier 2019. Alors, si vous n'avez pas une, il y en a plein qui existent. Vous pouvez aller vous inspirer. Mais normalement, légalement, on est supposé en avoir une depuis le 1er janvier 2019, une politique sur le harcèlement. Alors, une politique des conditions de travail, puis tout ça, normalement, c'est le conseil d'administration qui décide de ça. Comble les postes vacants. Alors, ça, c'est un enjeu important pour plusieurs organismes. Là, il faut faire attention. Un poste vacant, c'est un poste qui a été occupé, qui s'est libéré en cours d'année. Alors, la personne démissionne, la personne ne correspond plus aux critères pour être membre de l'organisation, puis tout ça. La personne décède, ça, c'est assez rare qu'elle revienne, là, mais elle décède, puis tout ça. Alors, ça devient un poste vacant. Le conseil d'administration peut combler ce poste-là. Ça va? L'autre situation, c'est des postes non comblés lors de l'Assemblée générale annuelle. Ce n'est pas un poste vacant, c'est un poste non comblé. Au Québec, à ma connaissance, 95% des groupes ne font pas la différence. Alors, quand il y a un poste non comblé à l'Assemblée générale, ben, le CA se rencontre après puis il comble le poste, OK? Ce qu'on appelle coopter, là. Alors, il comble le poste. Moi, c'est pas à moi à faire un jugement de valeur là-dessus. Il n'y a pas de police du communautaire là-dessus. Moi, j'attire juste votre attention que normalement, ça devrait être une assemblée générale suivant l'assemblée générale annuelle qui comble le poste. Le CA peut décider de fonctionner à 6 sur 7 postes et que le poste vacant demeure vacant toute l'année. Tant aussi longtemps que vous ne descendez pas en bas de votre quorum du CA, vous pouvez continuer à fonctionner. Là, les gens disent « Ah ouais, mais une assemblée générale extraordinaire pour ça. » Vous pouvez faire une assemblée générale extraordinaire avant, pendant et après une activité, dans la mesure où vous avez le quorum. C'est une assemblée générale qui dure 15 minutes. Ne convoquez pas une assemblée générale extraordinaire si vous n'avez pas personne en vue, là. Et si vous avez du monde en vue, si vous avez un poste à combler, il y a une personne, ça va assez vite parce qu'elle est comblée par défaut, je dirais. Mais si vous avez 2 personnes, bon, ben là, il y aura une petite élection, mais généralement, là, vous pouvez régler ça en 15 minutes. C'est d'être tout simplement sa coche parce que quelqu'un, membre chez vous, pourrait contester le fait que vous avez comblé un poste non comblé lors de l'Assemblée générale. Alors, c'est peut-être un peu compliqué, là, mais je fais juste faire la différence entre poste vacant et poste non comblé. Alors, si vous avez un comité de direction, ou un conseil exécutif, évidemment, ça dépend des pouvoirs qui lui sont délégués, mais marquez pas dans vos règlements généraux ce que j'ai vu dans les règlements généraux au printemps passé, où le conseil d'administration déléguait tous ses pouvoirs au comité exécutif. OK? Ça, c'est illégal. Alors, il peut évidemment lui donner certains pouvoirs, mais ce qu'on a vu tantôt, les pouvoirs légaux, bien, ça appartient au conseil d'administration. Il ne peut pas déléguer des pouvoirs comme ça là, à tout bout de champ, puis surtout se déresponsabiliser par rapport à tout ça. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont un comité exécutif parce qu'il y a un président, un vice-président, un secrétaire, puis un trésorier. C'est faux. Si vous n'avez pas de comité exécutif inscrit dans vos règlements généraux, il n'y a pas de comité exécutif, donc ils n'ont aucun pouvoir. Alors oui, ils peuvent se rencontrer pour préparer les rencontres, puis tout ça, il n'y a pas de problème. Mais bon.
Il faut faire juste attention à ça, de clarifier dans vos règlements généraux. On donne généralement 2 ou 3 pouvoirs, puis une petite ligne qui dit tout autre mandat que le CA peut lui déléguer. Mais il faut faire attention, pas parce que créer un comité exécutif, c'est une concentration de pouvoir. Alors, l'équipe de travail, je ne passerai pas au travers, vous allez l'avoir, mais généralement, l'équipe de travail, évidemment, c'est concernant le fait qu'on met les employés dans le coup, sont sur des comités, ils peuvent faire des recommandations, puis là, ça dépend. Si vous avez deux employés, souvent, ça se fait avec le CA, mais si vous avez 50 employés, bien, généralement, il y a des responsables d'équipe, puis tout ça. Alors, il y a une question ici, est-ce que l'élection au CA en cours d'année peut se faire lors d'une assemblée générale? Oui, mais ce ne sera pas l'assemblée générale annuelle, ça va être une assemblée générale soit régulière, si vous avez une assemblée générale, des assemblées générales régulières, ou soit une assemblée générale extraordinaire comme telle. Mais oui, ça peut se faire toujours en cours d'année comme telle. Alors, on va changer un petit peu. Je vais vous poser une question avant de vous partager le document. Alors, la question étant, un conseil d'administration d'un OBNL peut changer l'ensemble des règlements généraux de leur organisme et les mettre en vigueur immédiatement. Alors, je répète, un CA d'un OBNL peut changer l'ensemble des règlements généraux de leur organisme et les mettre en vigueur immédiatement. Alors, je vous invite à répondre dans votre tête. Alors, étant donné que le temps file, je vais accélérer un petit peu. Alors, vous allez recevoir ce document-là, mais j'en fais un résumé parce qu'il y a des incidences importantes dans la conjoncture dans laquelle on vit. Alors, je résume, parce que là, évidemment, je ne vous lirai pas tout ça. Là. Je résume, c'est oui, il est possible que le conseil d'administration puisse changer les règlements généraux et les mettre en vigueur immédiatement. Le piège dans la question, c'est peut changer l'ensemble des règlements généraux. C'est faux. Alors, le CA peut changer un certain nombre de règlements généraux et mettre en vigueur immédiatement et les faire par la suite ratifier ou adopter par l'Assemblée générale. Sauf que, puis vous allez le voir à la page 2, là, il y a certains éléments que le CA ne peut pas changer et les mettre en vigueur immédiatement. Il faut que ça soit obligatoirement adopté par une Assemblée générale et dans la mesure, une Assemblée générale spécialement à cette fin, convoquée, vous voyez ici, là, spécialement convoquée à cette fin, bien, ça veut dire que c'est une Assemblée générale spéciale ou extraordinaire, ça dépend là, ce qu'il y a dans vos règlements généraux. Alors, tout ce qui touche les lettres patentes, puis certains autres éléments, là, bien, ça prend une Assemblée générale extraordinaire. Il faut que ça soit voté pour la plupart aux 2/3, mais le CA ne peut pas changer ça. L'autre élément, et les appliquer immédiatement. L'autre élément, c'est le fait que toute modification aux assemblées générales doivent obligatoirement passer par le conseil d'administration, que je sois d'accord ou pas avec ça, mais la loi est très claire là-dessus. Il faut que les modifications soient d'abord et avant tout adoptées par le conseil d'administration, puis par la suite ratifiées par l'Assemblée générale. Alors, sans aller dans les détails, vous avez la possibilité, par exemple, le quorum. Alors, il y a des gens qui ont dit, bien là, compte tenu de la conjoncture et que nos rencontres vont se faire à distance, puis tout ça, bien, peut-être qu'on devrait modifier le quorum. Et là, c'est un peu un imbroglio parce que les gens ils disent, bien, c'est plus 50 membres, ça va être 20 membres, le quorum pour l'Assemblée générale, donc le minimum requis pour tenir une Assemblée générale. Alors là, c'est un peu un imbroglio parce qu'il change, il applique ça immédiatement. L'Assemblée générale commence. Alors là, c'est le 20 membres qui s'applique et non pas le 50 membres. Mais là, les gens en Assemblée générale, quand ce point-là arrive, ils refusent le changement. Alors, ça revient à 50 membres. Là, il y a des gens qui contestent la valeur de l'Assemblée générale parce que ça, il s'est revenu à 50, puis il y a juste 30 personnes dans la salle. Sauf que le CA, lui, il avait diminué ça à 20. Alors, vous voyez le type d'imbroglio que ça peut donner. L'autre chose, c'est un exemple assez simple. Moi, je suis membre d'une organisation et les membres, c'est les bas bleus et les bas blancs.
Le CA, en cours de route, dit « Ah, nous autres, là, les bas blancs, c'est beaucoup trop salissant, là, on va enlever ça, ça va être juste les bas bleus maintenant. » Qui a droit de vote à la prochaine Assemblée générale? Alors, je coupe court. Ça va être juste les bas bleus, parce que le CA le met en vigueur et le CA n'a plus accepté de bas blancs en cours d'année. Donc, il va rester juste les bas bleus. Mais là, les bas bleus, ils disent, nous autres, les bas blancs, même s'ils sont salissants, on les aime. Fait qu'ils refusent la modification faite par le conseil d'administration. Alors là, ça revient que c'est les bas bleus et les bas blancs qui peuvent être membres et qui peuvent voter à l'Assemblée générale. Sauf que la semaine d'après, c'est le même CA. Le CA dit, le monde, là, ils n'ont rien compris. Les membres, ils ne comprennent jamais rien. Nous autres, on remet en vigueur les bas bleus la semaine d'après. C'est légal. Est-ce que c'est moral et démocratique? C'est ça la question qu'il faut se poser. Mais vous voyez que la légalité, des fois, ça peut jouer des tours à la démocratie interne dans une organisation. Il faut faire très attention pour ne pas trop jouer avec ça. Moi, je suggère toujours, est-ce qu'il y a une urgence? Comme là, on est dans un cadre d'urgence. Fait que oui, il y a des gens qui ont changé un petit peu le règlement général, le CA, mais ils ont appliqué immédiatement parce que c'est une situation exceptionnelle. Fait que dans ce cadre-là, il y en a qui les ont changés, puis ils les ont fait valider par l'Assemblée générale. Il y en a qui les ont tout simplement suspendus temporairement pour la période de la pandémie. Alors, vous voyez que ça, c'est plausible aussi sans passer par un changement de l'Assemblée générale, mais il faut faire très attention pour ne pas trop jouer avec ces éléments-là dans une organisation parce qu'il y a des gens qui peuvent en profiter pour enlever les pouvoirs, par exemple, à l'Assemblée générale et tout ça. Alors, je vais aller rapidement sur un autre document, sur une autre question comme telle, qui est la participation à distance. Alors là, j'imagine que je n'irai pas trop loin parce que vous commencez à être habitué. C'est juste pour vous dire qu'il y a des gens qui se posaient la question depuis pas longtemps, on a le droit de faire des rencontres de CA en personne. Alors, la loi, elle indiquait que les gens pouvaient faire des rencontres à distance, excusez-moi. Les gens pouvaient faire des rencontres à distance récemment. Ça fait très longtemps que les CA d'un OBNL, selon la loi, pouvaient faire des rencontres à distance. Bon, la loi spécifiait le téléphone, là, mais on s'entend que ce n'est pas nécessairement ça. Et je ne sais pas, il y a quelqu'un qui a été devin en quelque part au ministère parce que vous voyez que pour les assemblées générales, là, ça a été adopté le 6 novembre 2019. Donc ça, pour les assemblées générales, c'est très récent. Et heureusement que ça a été voté parce que là, ça ouvrait la possibilité de tenir des assemblées générales à distance. Certaines organisations le faisaient déjà depuis 10, 12, 15 ans. Encore une fois, il n'y a pas de police du communautaire. Encore une fois, moi, je ne suis pas là pour faire la morale. Mais en même temps, j'attire juste votre attention que n'importe qui aurait pu contester les assemblées générales à distance avant le mois de novembre 2019. Même si c'était indiqué dans vos règlements généraux. Alors là, l'idée de la participation à distance, c'est de mettre en... Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro? Ça va? Alors, la participation à distance, là, il faut appliquer les mêmes règles du jeu que si vous étiez en présence. Donc, à moins que vous changiez vos règlements généraux, que le CA change les règlements généraux, mais la vie de convocation, le temps de la vie de convocation, le quorum, il faut qu'il soit respecté, bon, etc. Donc, il faut appliquer les mêmes normes. Pour un conseil d'administration, il y a des gens qui pensent qu'il faut que tout le monde soit là puis si tout le monde n'est pas là, on ne peut pas faire de CA. Non, ce n'est pas vrai. Il faut que vous ayez votre quorum. Si votre quorum, c'est 4, si votre quorum, c'est 5, bien, il faut que vous soyez le minimum pour que le quorum soit respecté. Mais c'est pas, vous n'êtes pas obligé d'être toutes là.
L'autre chose qui est important, participation à distance, c'est d'être présent comme si vous étiez en présence. Donc, il faut que les interactions puissent se faire dans l'immédiat. Communiquer directement avec vous. Et ça l'exclut les courriels. Les courriels, vous n'êtes pas directement en lien. Moi, je prends mes messages le matin, l'autre le soir. Le troisième personne répond, mais oublie de répondre à tout le monde, répond juste à une personne, etc. Fait qu'il faut faire très attention. Alors, la question que je pose toujours, puis là, ben, la participation à distance, évidemment, là, c'est devenu un peu la norme dans la conjoncture actuelle, mais auparavant, je posais toujours la question, c'est quoi l'importance et l'urgence? Là, vous allez voir, quand vous allez recevoir le document, vous avez les résolutions signées en bas. Là. Alors, moi, je pose toujours la question, l'importance et l'urgence. Alors, est-ce que c'est si, bon, là, c'est sûr que les résolutions signées, pour les gens qui sont dans le même quartier, ça va bien. Pour les gens qui sont dans la même ville, c'est pas pire si vous n'êtes pas à Montréal ou à Québec, mais si vous êtes à la grandeur du Québec, bien là, c'est plus difficile. Alors, il y a toute la question des signatures électroniques qui semblent être de plus en plus acceptées, entre autres par des notaires pour l'achat de maison et ces choses-là. Fait que ça, c'est à vous à voir. Mais moi, j'en appelle toujours aux gens de dire pourquoi pas faire une rencontre à distance d'un CA pour une demi-heure pour régler une question à place de passer par les résolutions signées. Parce que les résolutions signées, là, ça veut dire qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'échange vraiment. Puis moi, j'ai vu des fois une personne qui n'était pas d'accord, puis les résolutions signées, j'attire votre attention sur le petit mot ici, il faut que ça soit signé par tous les administrateurs. Fait que s'il en manque un, là, il n'y a pas de résolution. OK? Fait qu'il faut faire attention. Est-ce qu'on ne peut pas prendre une petite demi-heure de rencontre en CA pour prendre une décision? Puis encore une fois, est-ce qu'on peut attendre à la prochaine rencontre du CA qui est déjà prévue? C'est quoi l'importance? C'est quoi l'urgence? Fait qu'il ne faut pas multiplier non plus les rencontres, pas essouffler notre monde, parce que la plupart, évidemment, sur les CA, c'est des bénévoles. Fait qu'il faut faire très attention par rapport à ça comme tel. Alors, ça, c'était les principaux éléments et vous allez en recevoir un autre, mais ce que je vous dis, c'est que l'autre que vous allez recevoir est quand même c'est vraiment un résumé sur vol. Là. On donne une formation qui peut durer 6 heures là-dessus, puis qui peut durer 3 heures. Alors, c'est juste des petits éléments de rappel, dans le fond, la relation CA, direction, coordination, parce que je sais que dans la conjoncture actuelle, il y a des questions qui se posent là-dessus. OK? Fait que, il faut faire très attention. Dans le communautaire, vous avez ici là, quelques conditions de base, puis tout ça. Vous avez là, certains principes, certaines tâches politiques, techniques relatives au climat. Mais encore une fois, c'est un tout petit document là, de 2 pages de référence. Ça ne règle pas toutes les questions, là, on s'entend. Mais ça peut peut-être allumer certaines lumières. Par exemple, est-ce que vous avez une politique d'encadrement et de rétroaction? Est-ce que vous prévoyez un processus d'évaluation connu et reconnu? Donc, il faut s'arrêter à ça et non pas faire des évaluations spontanément comme ça parce que là, ça va mal, puis on va t'évaluer. Et généralement, ça se peut que ça ait été pendant 10 mois très bien dans l'organisation. Et là, oups, soudainement, le dernier mois, ça a été mal. Là, vous dites, on va faire son évaluation et son évaluation va être basée sur votre appréciation du dernier mois et non pas sur l'ensemble de l'année ou des 11 mois qui viennent de s'écouler. Donc, il faut faire attention à cette question-là comme telle. Alors, ça, c'est juste un rappel, encore une fois. Alors, je vous invite peut-être à en prendre connaissance, mais encore une fois, nous, on donne une formation là, qui peut durer 6 heures sur cette question-là. Fait que vous imaginez que c'est juste un bref survol comme tel. Dans la conjoncture actuelle, légal d'occuper à la fois un poste de président et de directeur, ça peut être légal. C'est un président-directeur, directeur-président. Ça dépend comment on appelle ça. Oui, mais là, vous êtes un petit peu dans un imbroglio où vous devez être très clair parce que quand vous discutez au CA, des conditions de travail de cette personne-là, puis tout ça, bien évidemment, il faut qu'elle se retire. Alors, toute la question de conflit d'intérêts, je l'aborde quand je donne une formation de 3 heures, de 6 heures.
Alors ça, il faut faire attention. Toute la question de conflit d'intérêts et surtout dans la conjoncture actuelle, puis là, je ne vais pas être trop méchant, mais dans la conjoncture actuelle, c'est très clair que c'est difficile de part et d'autre, le CA, direction générale, les employés, puis même les membres, mais il faut faire attention pour pas qu'il y en ait qui profitent de la situation. Parce que à l'heure actuelle, il y en a qui profitent peut-être un petit peu trop de la situation. Alors, je vais rapidement dans les questions, parce que là, je ne les ai pas vues bon, au bureau. Ouvrez la caméra. Alors, ces documents rendent légaux des obligations et responsabilités des OCA. Ben, rendre légaux, c'est ce que je vous ai indiqué, ce qui était légal. Le reste, ça découle évidemment de vos règlements généraux. Est-ce que les règlements généraux peuvent être encore plus exigeants? Bien, ça, j'ai répondu à la question. J'ai fermé ma caméra. Le BNL doit être apolitique. Alors là, il y a deux choses. Si apolitique, alors la question m'est posée par Anne. Alors, si apolitique, ça veut dire pas appuyer un parti politique, ça, tout à fait. Mais, légalement, il pourrait appuyer un parti politique. Fait que ça appartient à l'organisation. Mais apolitique dans le sens où de ne pas prendre de position politique, non, un organisme, la majorité des organismes prennent des positions de temps en temps, ça n'arrive pas si souvent que ça, mais contre un projet de loi, ben, c'est une position politique. Il faut voir. Fait que la plupart n'appuient pas un parti politique. Alors, dans ce sens-là, la politique, c'est assez clair. Mais il y en a qui vont jusqu'à appuyer un parti politique parce que la conjoncture demande ça. Mais ça, il faut que vous en discutiez. Et à mon avis, il faut que ce soit une décision d'Assemblée générale. Là, parce que il y a des implications par rapport à ça. Mais il n'y a pas de loi comme telle, sauf si vous avez un numéro de bienfaisance, un numéro de charité, comme on appelait. Ça, c'est clair, vous ne pouvez pas appuyer le parti politique. Sauf qu'on a travaillé très fort ces 10-15 dernières années et même les organismes qui ont un numéro de bienfaisance peuvent faire de l'action politique non partisane. Alors ça, il faut voir avec, encore une fois, si vous avez un numéro d'œuvre de bienfaisance. Il me semble que la formation de CE relève de l'Assemblée générale. La formation, donc la création d'un comité exécutif ou d'un comité de direction, effectivement, je vais juste passer à travers, puis je reviens à vous, Anne. Oui, ça relève effectivement de l'Assemblée générale. Vous allez le voir là, dans ce que je vous ai annoté, ce qui relève de l'Assemblée générale, dans les changements aux règlements généraux. Vous allez voir ça. Oui, ça relève de l'Assemblée générale parce qu'encore une fois, c'est une concentration de pouvoir. Est-ce qu'un nouveau membre peut être approuvé à l'Assemblée générale? C'est-à-dire que là, on parle d'un nouveau membre, j'imagine, de conseil d'administration. Alors, un nouveau membre peut être approuvé à l'Assemblée générale annuelle. Oui, tout à fait. Parce que l'Assemblée générale annuelle, c'est soit des sièges qui sont libérés parce que le mandat est fini. Donc, une élection pour ces sièges-là. Et si vous avez un siège à combler, vous pouvez le combler à l'Assemblée générale annuelle pour le reste du terme. C'est-à-dire que s'il reste 1 an et demi, bien, la personne est élue pour 1 an et demi. Ceci dit, vérifiez vos règlements généraux parce que généralement, c'est pour le reste du terme, mais il y en a qui disent, même s'il reste 1 an et demi, nous, on veut que la personne soit quand même élue à la prochaine Assemblée générale annuelle. Donc, il va y rester 1 an. Mais oui, vous pouvez le faire là, à l'Assemblée générale annuelle, évidemment, si on parle d'un membre de conseil d'administration ici. Est-ce que l'élection d'administrateur en cours d'année peut, lors d'une Assemblée générale régulière? Oui, parce que c'est une Assemblée générale. Fait que dans la mesure où c'est une Assemblée générale, il n'y a pas de problème pour cette question-là. Est-ce que l'Assemblée générale peut réunir par l'intermédiaire d'une délégation? Oui, tout à fait, si c'est prévu dans vos règlements généraux. Alors, il faut regarder vos règlements généraux. Alors, l'Assemblée générale, oui, parce qu'il y a des regroupements qui sont au BNL au Québec. Alors, il y a 18 régions, bien, ils ont le droit à 18 délégués ou à 2 délégués par région, etc. C'est-à-dire qu'un délégué est élu par chaque tranche de 100 membres. Ça peut être ça aussi, mais là, il faut voir, parce que là, les 100 membres, c'est qui va les choisir pour élire une personne? Alors, vous pouvez dire par
excusez, là, par 100 membres, sauf que j'attire votre attention sur le fait qu'au Québec, la loi exige que ce soit un nombre précis pour le nombre d'administrateurs OCA. Au fédéral, vous pouvez dire, ah, c'est de 7 à 13, par exemple. Au fédéral, ils acceptent ça, mais pas au provincial. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire toujours attention à ça. Donc, si c'est pour l'Assemblée générale, ça, il n'y a pas de problème. C'est à vous à voir. Ça, c'est beaucoup un modèle syndical, entre autres, là, parce qu'ils ont des unités syndicales assez clairement identifiées. Fait que ça dépend. Si c'est prévu dans vos règlements généraux. Assemblée générale à distance légale, j'y ai répondu tantôt. Est-ce que c'est légal d'occuper à la fois un poste de... Bon, ça, j'ai répondu. Merci pour l'heure d'information. Merci. Où pourrons-nous avoir accès à cet enregistrement? Ça, on va vous l'envoyer avec le lien avec les documents qu'on va vous envoyer au début de la semaine. À politique, voire non partisan, évidemment, là, ça, je l'ai dit, légal qu'un couple soit membre d'un CA. Ça, je ferai très attention. Vous pouvez le souhaiter, sauf qu'il y a une jurisprudence par rapport à ça qui fait qu'il y a un couple qui sont allés en cours pour pouvoir siéger sur le même conseil d'administration. Alors, il faut faire attention. Oui, c'est possible. Il y en a qui l'ont. Vous pouvez souhaiter ça, mais légalement, vous ne pouvez pas l'interdire. Mais je pense que, puis encore plus dans des petits milieux où souvent c'est un couple qui est parti de l'organisation avec un autre couple, par exemple, c'est eux autres qui forment le conseil d'administration. Il faut faire attention à ça, mais non, c'est illégal. Il y a une jurisprudence par rapport à ça. Et il y avait Anne qui avait peut-être une question. C'était juste pour vérifier par rapport à la notion de la politique. Là. Mettons, on a reçu un montant d'argent. Moi, je suis dans un jardin communautaire, CA d'un jardin communautaire. On a reçu d'un député fédéral un montant d'argent pour l'achat d'un cabanon. Puis en retour, il nous a demandé de mettre une affiche sur la clôture du jardin communautaire, comme de quoi il avait contribué. Alors, est-ce que ça, Oui, c'est la politique? Je vous arrête tout de suite. Pour moi, ce n'est pas politique dans le sens où normalement, l'affiche et la petite photo avec la poignée de main, c'est son rôle de député. Ce n'est pas son rôle en termes de parti politique. OK. Il faut faire la distinction. Puis l'affiche, il faut que ça soit clair. Il faut que ça soit une affiche gouvernementale ou du député et non pas une affiche partisane. Il ne faut pas que ça soit marqué Parti québécois ou Parti libéral ou quelque parti que ce soit. Là. Fait que, oui, est identifié, sa photo est sur la pancarte. Là. Oui, mais ça, c'est pas grave. Si c'est une pancarte, que c'est comme député, il n'y a aucun problème. Parce que tout le monde, là, excusez, là, mais il y a beaucoup de monde qui en reçoivent, évidemment, de la mairesse, du conseiller municipal, député fédéral, provincial. Ça, il y en a beaucoup, puis tant mieux pour vous autres si vous en recevez. Mais ça, il faut attirer l'attention que s'il fait ça, avec une affiche de parti politique, là, il vous place dans le trouble. Puis c'est lui qu'il faut qu'il change les questions. C'est pas vous autres. Là. Ça va? Ça répond à la question? Oui, oui, merci. Est-ce qu'il y a des gens à ce moment-ci, il est 11h02, est-ce qu'il y a des gens à ce moment-ci qui ont des questions, commentaires? C'est comme je disais tantôt, si vous voulez me téléphoner pour des questions plus précises. Élise? Oui, je vais y aller verbalement, ça va plus vite. La question du couple, là, j'ai pas... en fait, il y a deux choses. J'ai pas compris si la jurisprudence l'interdisait ou, au contraire, permettait qu'un couple soit membre du CA. Et plus précisément, mettons, est-ce que les règlements généraux peuvent spécifier que deux membres d'une même famille, incluant les couples, là, ne peuvent pas siéger au conseil d'administration? Non, c'est ça. C'est, bon, premièrement, il faut faire attention, là, quand je dis légal, c'est, voyons, les droits de la personne qui ont rendu un jugement sur cette question-là. Donc, les couples ont droit. Sur la question de famille avec les enfants, les grands-parents, puis tout ça, ça, moi, je n'ai pas vu de jurisprudence là-dessus, mais j'en déduis que s'ils acceptent un couple, mais ça, c'est une déduction. Là. Moi, je suis pas, j'ai oublié de vous le dire au début, moi, je ne suis pas avocat, fait que vous ne pouvez pas me poursuivre. Là. Ça, c'est une bonne chose, pour moi, en tout cas. Mais ceci dit, je vais par déduction. Alors, mais c'est toujours mieux de limiter. Par exemple, il y en a qui limitent le nombre de membres d'une même famille.
Donc, il ne parle pas de couple, il ne parle pas de... Mais il limite. Par exemple, les OBNL de logement, ben, généralement, ils limitent à une personne par logement, même s'ils sont 5 dans le logement. C'est pour ça que, pour l'instant, moi, ce que j'ai vu, c'est permis de limiter. Mais il s'agit de ne pas mettre dans les règlements généraux nommément, par exemple, un couple ou etc. Mais ça c'est une déduction que moi, j'en fais. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, oui, merci. À ce moment-ci, est-ce qu'il y a une ou deux questions rapido presto? Moi, ça ne me dérange pas de rester un certain temps. S'il y a des gens qui quittent, ben, je vous remercie d'avoir été là. Alors je remercie les gens qui se sont joints à nous, mais on avait dit 1 heure, fait que s'il y a des gens qui veulent quitter, moi, je suis prêt à rester encore là, une bonne dizaine de minutes, ça ne me dérange pas. Alors, si vous quittez au fur et à mesure, je veux vous remercier quand même d'être là. Et encore une fois, je peux être disponible là, pour téléphoner. Je ne dis pas là, disponible. Là, généralement, j'arrête les téléphones à 10 heures le soir, puis je commence à 5 heures le matin. Entre cette période-là, là, c'est pas pire. OK? Merci. Alors, il y a Roxane qui a une question. Oui, certainement. En fait, moi, je vais savoir au niveau de l'accessibilité aux procès-verbaux et aux règlements généraux. En fait, dans ma situation, on est une équipe de 3 travailleuses, donc la coordination, il y a une représentante des travailleurs sur le CA, donc les 2 sont à même de participer au CA. Et puis, il y a moi à l'extérieur qui fait pas partie du CA ni comme observatrice. Alors, quand il y a des décisions qui sont prises, par exemple au niveau des conditions de travail, tout ça, je n'ai que des retours verbaux de la représentante des travailleuses ou de la coordination. Alors, légalement, je veux savoir, est-ce que je peux avoir accès quand il y a des modifications qui me concernent dans mes conditions de travail, au PV ou voilà, là, comment procéder légalement. C'est ça. Alors, les procès-verbaux, normalement, selon la loi, c'est accessible strictement au conseil d'administration. Okay. Ceci dit, il y a 2 choses en jeu. Dans vos règlements généraux, dans certains règlements généraux, souvent, c'est indiqué que l'Assemblée générale adopte une proposition pour dégager le conseil d'administration. Donc, il valide les décisions qui ont été prises par le conseil d'administration. Alors, moi, j'attire juste l'attention des gens quand ils ont ça dans le règlement général. Comment pouvez-vous valider ce que le CA a fait sans voir les décisions que le CA a prises? Alors, auparavant, là, moi, je suis un vieux, hein? Fait que, auparavant, il y avait ce qu'on appelait le livre des minutes. Fait que, ils mettaient en arrière de la salle les différents procès-verbaux. Puis là, les gens pouvaient regarder ça. Mais personne ne les regardait. Fait que là, ils demandaient un vote pour. Mais là, le monde, il votait, mais c'est un acte de foi. Et ça, ce n'est pas une obligation légale. Fait que moi, ce que je dis, c'est faites attention aux actes de foi, parce que là, ça dégage les responsabilités du conseil d'administration à ce moment-là. L'autre chose, c'est la transparence. Oui, dans un CA, il ne faut pas dire, parce que ça, je l'aborde aussi quand je donne une formation, au CA, la nature des discussions, ça n'a pas d'affaire à aller plus loin que le CA. Par contre, les principales décisions, les résolutions qui sont votées comme telles ou les propositions qui sont votées, donc les résolutions, à mon avis, ça devrait être accessible aux membres. C'est une question de transparence. Pour des cas particuliers de conflit d'intérêts, parce que là, vous seriez en conflit d'intérêts, bien, cette partie-là, effectivement, bien là, ça dépend là, de la nature du procès-verbal. Il y en a qui font des verbatim, là. Monsieur Tel a dit un tel, Mme Tel a dit ça. Vraiment, pointe tes résolutions, il y a le strict minimum. Bien, à ce moment-là, vous êtes en conflit d'intérêts. Mais c'est une question de transparence aussi, parce que l'application de cette proposition-là, de toute façon, vous allez en être informé à un moment donné, j'imagine. Fait que, bon, là, à mon avis, si ça se passe bien dans une organisation, c'est mieux de jouer la transparence. C'est sûr que des fois, quand la situation est tendue, là, je peux comprendre que le CA dit non, on garde ça à l'interne, puis il a le droit de le faire. OK, parfait. Ça marche? Merci. Autre question? Oui, Doris? Chez Doris? C'est peut-être pas Doris, mais c'est chez Doris. Oui. Je ne m'appelle pas Doris, Nathalie Côté. Là, on comprend très mal. Ah oui? OK, un instant.
peut-être enlever votre caméra, puis peut-être que ça va aller mieux, ça va prendre moins de jus. OK. Oui, allez-y donc. Là, est-ce que vous m'entendez mieux? Un petit peu, je vais m'approcher, puis je vais essayer de comprendre. Allez-y. OK. C'est parce que j'ai 2 écrans, puis peut-être que, en tout cas, anyway. La question, c'est, par exemple, on a un membre du conseil d'administration. Ça va mieux, là. Ah, ça va mieux, là? Oh OK, oui, je me suis très bien. rapprochée. Bon. Vous pouvez mettre votre caméra, là. Ah oui? OK. Ben là, je vais. OK. Oh. OK, allez-y. OK. Si on a un membre du conseil d'administration, par exemple, qui démissionne au mois de février, le membre en question est président d'un des comités du conseil d'administration. Bon. On a quelqu'un d'autre dans la mire qu'on va vouloir intégrer au conseil d'administration. Donc, la personne, on l'intègre dans le conseil d'administration avant même qu'elle soit entérinée à l'AGA. Est-ce que le début de ses fonctions comme membre du conseil d'administration et la date à laquelle elle reprend de l'autre membre ou c'est à l'AGA qu'elle officiellement commence son mandat? Non, si elle comble un poste vacant, donc c'est quelqu'un qui a quitté, c'est ce que je comprends, elle commence du moment où le CA l'a, entre guillemets, coopté. C'est-à-dire que ça prend une proposition pour dire, bon, on accepte monsieur et madame une telle pour être membre du conseil d'administration. Du moment où ça s'est voté, elle devient membre du conseil d'administration de plein droit, donc avec le droit de vote, parole, etc. OK, même en pas nécessairement à l'Assemblée générale, c'est ça? Oh non, non. En milieu d'année. Si c'est un poste vacant, comme j'expliquais tantôt, il n'y a aucun problème, n'importe quand dans l'année. Okay. Là, il faut vérifier vos règlements généraux. Est-ce qu'elle comble un poste pour 1 an et demi, par exemple, ou il faut qu'elle soit quand même, si c'est un mandat d'1 an et demi qu'elle remplace, est-ce que quand même, il faut qu'elle soit votée à la prochaine Assemblée générale annuelle? Ça dépend de vos règlements généraux. Mais généralement, dans les organismes, c'est une fin de mandat. Donc, elle est là pour 1 an et demi, par exemple. OK. Elle est là pour le. OK, parfait. Parfait. Autre question, commentaire? Merci. Est-ce que ça va pour tout le monde? Encore une fois, si vous avez des questions plus pointues, vous pouvez appeler. Alors, je vous remercie beaucoup de vous être prêté au jeu. Je sais que c'est un survol rapide, c'est un survol en jet, mais c'est l'idée d'un webinaire d'1 heure. Alors, j'espère que ça vous a servi à quelque chose. Si jamais vous voulez émettre des commentaires sur le chat, il n'y a pas de problème. Je vais le prendre en considération. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de journée. Merci. Bonne fin de semaine.